Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, avec l'examen de ce projet de loi, la question que nous devons nous poser est simple. L'état d'urgence, mesure exceptionnelle et temporaire par essence, est-il encore si indispensable pour assurer la sécurité de nos concitoyens qu'il nous faut le prolonger pour la 6e fois? C'était d'ailleurs le sens de votre intervention. Si cette question est simple, la réponse est en réalité bien plus compliquée, y compris que vous avez souhaité nous l'expliquer. Elle est compliquée car, au fond, quelles que soient nos sensibilités politiques, nous devrions être partagés sur l'état d'urgence et sa prolongation. En premier lieu, son efficacité est malgré tout devenue très contestable, en tout cas assez marginale. Le 14 novembre 2015, au lendemain de l'attentat du Bataclan, lorsque le président de la République a décidé d'instaurer l'état d'urgence, la question ne se posait évidemment pas. Cette mesure était absolument nécessaire et elle a d'ailleurs été particulièrement efficace dans les premiers mois. Grâce aux nombreuses perquisitions administratives et assignations à résidence, la plupart des réseaux terroristes alors existants ont été ébranlés. Ils ont été souvent découverts, des armes, de nature très différente d'ailleurs, ont été retrouvées et des attentats ont ainsi vraisemblablement pu être évités. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sous le vocable de coup de pied dans la fourmilière. Mais 20 mois après sa mise en œuvre, la question du maintien de l'état d'urgence se pose. Elle se pose car son efficacité a plus que décru avec le temps. Une fois passé l'effet de surprise, les réseaux terroristes s'adaptent. La synthèse chiffrée de l'état d'urgence que vous avez faite le démontre. Dans les 6 premiers mois, il y a eu près de 4000 perquisitions administratives, 400 assignations à résidence, 500 interdictions de séjour. Sur les 6 derniers mois, 150 perquisitions, 70 assignations à résidence, 50 interdictions de séjour. Soit jusqu'à 10 fois moins qu'au début. Et pourtant, la menace terroriste en parallèle n'a pas baissé, au contraire. Elle s'est accrue, elle s'est fortement intensifiée. Tous les gouvernements, et vous aujourd'hui même, Monsieur le Ministre, le rappellent aux Français à juste titre. En témoignent les événements du 18 mars à l'aéroport d'Orly, du 20 avril sur l'avenue des Champs-Élysées, du 16 juin sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, ou encore du 19 juin à nouveau sur les Champs-Élysées. Sans oublier les attentats de Londres et de Manchester qui ont récemment frappé nos voisins britanniques. Oui, la menace est plus intense et l'efficacité de l'état d'urgence décroît. Le bilan opérationnel de l'état d'urgence est donc désormais largement contrasté, ce qui devrait nous interroger sur son efficacité qui est devenue relative. Par ailleurs, nous sommes, pour ce qui nous concerne, préoccupés par la durée et le régime juridique de l'état d'urgence. Cela a été rappelé à plusieurs reprises et nous en avons tous parfaitement conscience. L'état d'urgence ne peut pas être un état permanent. Il y a un an, quelques heures avant l'attentat du 14 juillet à Nice, le président de la République de l'époque lui-même avait fait part de son opposition à une nouvelle prorogation. Car c'est un régime de réaction de l'État face à une menace, prévu pour des actions à court terme, qui n'est pas adapté à la lutte contre le terrorisme dans la durée. L'article 1er de la loi du 3 avril 1955 précise clairement: l'état d'urgence peut être déclaré face à, j'ouvre les guillemets, un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public. Mais à l'évidence, désormais, ce péril n'est plus seulement imminent, il est devenu permanent. Nous savons donc que pour lutter contre une menace permanente, il faut des outils permanents, et non pas des outils d'exception, comme nous en subissons depuis 20 mois, dérogatoires au droit commun. Pour notre part, lorsqu'au lendemain des attentats de novembre 2015, François Hollande nous avait reçus, nous lui avions signifié que si l'état d'urgence était nécessaire dans l'instant, il devait rester très temporaire, le temps d'adapter notre droit commun à une nouvelle menace qui, pour être exceptionnelle par sa gravité, ne pouvait être que durable dans la durée. C'est ce qui explique que depuis le printemps 2016, je m'étais prononcé défavorablement aux prolongations qui ont été demandées de l'état d'urgence. Car vos prédécesseurs avaient eu largement le temps d'ajuster notre arsenal juridique de droit commun à la menace, mais ils ne l'avaient pas fait sérieusement, courageusement, ni complètement. Vous avez présenté, Monsieur le Ministre, un projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, lequel sera examiné à la rentrée prochaine dans cet hémicycle et qui vise à doter les pouvoirs publics de nouveaux moyens juridiques de prévention et de lutte. Le régime de l'état d'urgence serait alors de nouveau réservé uniquement à des circonstances exceptionnelles si notre loi nous permet, dans le régime du droit commun, de lutter efficacement. Et je veux vous le dire, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est parce que vous engagez enfin, le enfin ne s'adresse pas à vous, vous venez d'être nommé, mais c'est parce que vous engagez enfin le travail que nous demandions dès novembre 2015 que nous voterons pour ce projet de loi de prorogation de l'état d'urgence. De façon
très limité dans le temps, en espérant naturellement que l'agenda que le Parlement se verra fixé par le gouvernement permettra enfin cette adaptation législative nécessaire. Je salue la volonté de l'exécutif et nous prendrons toute notre part au débat pour enrichir ce futur texte, car nous en avons vu évidemment l'ébauche et les grandes lignes, il nous semble devoir et pouvoir être enrichi. Je voulais d'ailleurs rebondir sur l'intervention de notre collègue Mme Wiśniewski. Vous avez l'un et l'autre évoqué un point qui doit retenir notre attention. Vous nous dites, pendant la période de l'état d'urgence, nous avons des moyens qui permettent de détecter des attentats que nous n'aurions pas détectés par la voie judiciaire, et c'est la voie judiciaire qu'il faut privilégier naturellement. Mais si on tient ce raisonnement, on doit accepter, pour que les Français ne nous le reprochent pas demain, que des moyens exceptionnels d'aujourd'hui doivent entrer dans la voie judiciaire. Ce que vous dites en réalité, c'est que nous aurions pu détecter des attentats, mais que la voie judiciaire simple n'aurait pas permis de les éviter. Les Français ne pourront pas entendre ce raisonnement au lendemain d'un attentat. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce travail à faire, et j'espère, pour ce qui concerne le groupe Les Constructifs, Républicains, Unis et Indépendants, que vous associerez toutes celles et tous ceux, comme le disait M. Mélenchon, à cette lutte parce qu'elle nous concerne tous sans esprit partisan. Avec cette ligne, on ne peut pas expliquer qu'on aurait pu savoir et qu'on ne s'est pas donné les moyens d'enclencher la procédure judiciaire en fonction du renseignement. Ce sont les débats que nous aurons à l'automne. En matière de lutte antiterroriste, il faut, je le disais, privilégier la voie judiciaire. Le droit commun a d'ores et déjà évolué, par exemple avec la loi du 3 juin 2016, qui a apporté des instruments supplémentaires aux enquêteurs, mais qui ne sont pas suffisants. Il faut donc une réforme d'envergure qui saura prévenir les menaces existantes, mais aussi celles à venir. Car le terrorisme est en perpétuelle mutation et les progrès technologiques rendent cette évolution exponentielle. Le retour des combattants et des djihadistes, pas seulement français, qui se trouvaient au Levant, font de cette menace une menace qui grandit chaque jour. D'ici quelques années, nous ferons certainement face à des menaces que nous n'aurions même pas pu imaginer il y a peu encore. Ce projet de loi devra donc tenir compte de ces enjeux et être ambitieux. Il faudra également veiller à ce que les droits et libertés fondamentales, naturellement, de nos concitoyens soient respectés. Compter à la lutte antiterroriste, à cette difficulté, je vous le dis, Monsieur le Ministre, l'État ne devrait pas avoir de temps à perdre avec les militants et les manifestants, même en cas de risque d'atteinte à l'ordre public. Ça ne concerne pas l'état d'urgence que nous avons voté à plusieurs reprises. Il y a des mesures prévues pour lutter contre les autres types de risques que le terrorisme. Et nous vous demandons, Monsieur le Ministre, dans les mois de l'état d'urgence prolongé, de bien veiller personnellement à distinguer ce qui relève du terrorisme et ce qui relève de toute autre chose qui ne devrait pas être sujet à l'état d'urgence. Je salue par ailleurs l'adoption par le Sénat d'un article 2 précisant les conditions des interdictions de séjour suite à la censure du Conseil constitutionnel qui avait considéré que l'équilibre entre l'objectif de sauvegarde de l'ordre public et le droit à la vie familiale normale n'était pas atteint. Nous l'approuvons également. C'est bien la preuve que, même après 5 prorogations et plusieurs semaines de débats parlementaires, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est toujours possible d'améliorer et de mieux encadrer le régime d'état d'urgence. Certes, malgré sa prorogation jusqu'au 1er novembre, nous espérons tous ne plus jamais le revoir déclaré par un président de la République. Pourtant, même si nous l'espérons tous, notre droit commun sera suffisant pour lutter efficacement contre le terrorisme. Nous ne sommes pas à l'abri de connaître à nouveau des périls imminents et exceptionnels qui justifieraient qu'un président de la République rouvre ou redécrète un état d'urgence. C'est pourquoi il nous faut continuer à améliorer la loi de 1955. J'ai déposé, Monsieur le Ministre, et j'en reparlerai tout à l'heure, un amendement en ce sens sur le contrôle de l'état d'urgence par le Parlement. Je pense que le contrôle actuel, qui a été effectif, reste insuffisant, puisqu'il peut exister des circonstances exceptionnelles où l'état d'urgence vient restreindre un certain nombre de libertés ou accroître les moyens intrusifs qui sont ceux de l'État. Je pense que le Parlement doit être en permanence, et pas par la seule bonne volonté de l'époque, du gouvernement et des présidents des commissions des lois et du Sénat et de l'Assemblée nationale, que ce contrôle parlementaire par une commission parlementaire spécifique devrait en réalité être obligatoire de par la loi. Pour conclure, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, il me paraît inutile de rappeler à quel point l'état d'urgence est imparfait et combien son efficacité est aujourd'hui discutée par ceux-là même qui l'avaient mis en œuvre et qui refusaient de le lever. Mais il me paraît important de souligner qu'en matière de lutte contre le terrorisme, il n'existe pas de réponse absolue, ni de solution miracle, ni de risque zéro. Il faut sortir cette idée du débat de la vie politique française, parce qu'elle est démagogique. Je doute qu'il existe une solution absolue, mais nous devons tendre vers tous les moyens pour protéger nos concitoyens.
Et c'est bien parce que vous nous présenterez à l'automne un projet de loi et que j'imagine que vous aurez à cœur d'en débattre avec tous pour mieux nous protéger contre les terroristes que nous acceptons de prolonger une dernière fois, Monsieur le Ministre, une dernière fois, l'état d'urgence